Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP Canal 8. On est heureux d'être avec vous pendant une heure pour une heure de décryptage et de débat en direct de l'Assemblée nationale avec à mes côtés ce soir Fanny Guinochet, journaliste à France Info. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Et Laurent Guimier. Bonsoir Laurent. Bonsoir Adeline. Vous allez bien tous les deux? Très bien. C'est parti pour le sommaire de Chaque Voix compte avec à la une ce soir ces vents contraires qui vont souffler fort à l'Assemblée nationale demain. L'examen du budget arrive dans l'hémicycle après une semaine de travail en commission des finances. Quels amendements seront conservés? Lesquels seront rejetés? La taxe Zuckman fera-t-elle son retour? Autant de questions et bien d'autres que l'on va poser à nos trois invités ce soir. Elsa Mondingava, journaliste à LCP. Bonsoir Elsa. Bonsoir. Mathieu Plane, économiste et directeur adjoint de l'OFCE. Bonsoir Mathieu. Et Stéphane Zumsteg, directeur du département politique et opinion à l'Institut de sondage Ipsos BVA. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Et merci d'être là. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, place à la question qui fâche. Mais avant cela, il y aura quelle histoire avec Laurent Guimier à 20h? Ce soir, 40e album d'Astérix en Lusitanie. Et moi, j'aimerais vous parler peut-être du 41e, c'est Astérix chez les Politics. En tout cas, ça pourrait peut-être écrire parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Ouais, Laurent Guimier a souvent des idées fixes. Donc, dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, la question qui fâche, qui va payer la suspension de la réforme des retraites? Le gouvernement a acté ce matin le principe de la suspension par le biais d'une lettre rectificative, en indiquant aussi dans cette lettre comment financer cette suspension. Et ça, ça passe pas, notamment auprès des oppositions. Et on en débattra tout à l'heure avec Sylvain Berrios, député apparenté Horizon du Val-de-Marne, Mathias Renaud, député Rassemblement National de la Somme, et Sophie Taillé-Polian, députée écolo du Val-de-Marne. Nous attendons évidemment vos questions ou vos réflexions en flashant le QR code qui est ici. À 20h30, vous aurez rendez-vous avec Bourbon Express, le journal de l'Assemblée nationale présenté par Marco Pommier. Voilà pour le menu du soir. Installez-vous confortablement. Chaque Voix compte, c'est parti. Faut-il redouter une impasse dans l'hémicycle? Les députés vont donc débattre à partir de demain en séance du projet de loi de finances 2026. Mais la commission des finances a rejeté tard la nuit dernière la partie recette du budget après 3 jours et 3 nuits de débats très animés que nous résume en 3 minutes Stéphanie Despierres. Il faut essayer de prendre le rythme dès le début. Le 858 qui est pour, le 104 qui est pour rejeter. Je vous rappelle qu'avec le temps qui nous est imparti, c'est un rythme de 45 amendements par heure qui doit nous permettre d'achever nos travaux mercredi soir. Après 3 jours et 3 soirs de travail, les députés sont arrivés au bout de l'examen du budget à 2h du matin ce jeudi. Première étape donc de cette course contre la montre budgétaire. La commission des finances a fait salle comble pour ce volet recettes et ses 1500 amendements. Des débats sans compromis où chacun campe sur ses positions. Le Parti socialiste a échoué à faire voter la célèbre taxe Zuckman. Quand je vois qu'on est capable de taxer les apprentis qui vont perdre près de 500 € par an et qu'on ne veut pas aujourd'hui taxer les milliardaires, je crois que notre pays marche sur la tête. Cette taxe, elle est confiscatoire. Elle porte atteinte au droit de propriété, ce n'est pas sérieux. Comment vous n'allez pas taxer les biens professionnels? Comment vous n'allez pas en faire nourrir une vague de désindustrialisation? Sur la fiscalité des plus riches, il n'y aura pas non plus de retour de l'ISF, pas de hausse de la flat tax. En revanche, les députés ont largement rejeté des mesures emblématiques du budget de Sébastien Lecornu. Ils ont dit non à la fin de l'abattement de 10% sur les retraites. Non aussi au gel complet du barème d'impôt sur le revenu. Non encore à la hausse des taxes sur les biocarburants et non surtout à l'imposition des indemnités pour les maladies longue durée. Demander aux gens qui sont atteints d'un cancer de fiscaliser leurs indemnités journalières. Quelle honte. Et aujourd'hui, on est en octobre rose, on voit tout le monde avec le petit flot rose. Alors non seulement une partie d'entre vous avez voté la loi du plomb, mais en plus maintenant vous allez dire aux malades du cancer, ah ben maintenant vous allez payer des impôts. C'est une honte, en ce moment c'est une honte. Moins d'impôts, c'est autant de recettes en moins pour le budget de l'État, ce qui donne des sueurs froides aux députés du bloc central. Nous sommes en train d'enchaîner les chèques en blanc et on va faire comment pour financer tout ça? Combien ça coûte? La copie du Premier ministre prévoyait 13 milliards de recettes supplémentaires. Les députés n'en ont validé que 7, selon le rapporteur du budget.
Il y a beaucoup à faire parce que le budget tel qu'il est n'est pas un budget crédible. Ce budget Lecornu, pourtant largement retouché, ne convient à personne ou presque. Dans la nuit, les députés ont rejeté ce premier volet recettes de la loi de finances en commission. 37 contre, 11 pour. Seul Ensemble pour la République a voté pour. Après cet échauffement en petit comité, les 577 députés au complet recommencent le débat budgétaire dans l'hémicycle dès ce vendredi après-midi. Donc, si je résume, demain, on repart de zéro, Elsa ? On repart toujours de zéro dans le cadre du projet de loi de finances. C'est vrai que d'habitude, on prend le texte sorti de commission, mais dans le cadre des budgets, on reprend à zéro. Et c'est vrai que le travail en commission, on peut imaginer que du coup, il est jeté à la poubelle. Non, pas vraiment. Les députés disent, voilà, les commissaires aux finances, c'est des gens qui peuvent déjà ouvrir les débats, voir à peu près quels arbitrages sont faits. Ça peut servir au gouvernement aussi de voir comment ça s'est passé en commission. La commission, le nombre de députés, il est proportionnel par groupe. En commission, c'est à peu près pareil dans l'hémicycle. Donc les grands équilibres, ils vont se retrouver. Mais effectivement, et ça, il faut peut-être le redire aux téléspectateurs, tout ce qui a été adopté en commission, ce n'est pas du tout définitif. Là, il faut l'adopter en séance et après, en plus, il y a la navette, le Sénat, etc. Mais tout ce travail auquel on a assisté en commission depuis lundi, pardon, on se dit, puisque c'est le texte initial qui arrive demain dans l'hémicycle, on se dit, mais ça n'a servi à rien. Ça a servi à poser des débats, à voir quelles grandes lignes il y avait et quels équilibres existaient sur les débats. Je pense que ça a servi aussi à chaque groupe, voilà, peut-être de nourrir un peu ses arguments, de voir sur quelle majorité il pouvait aller chercher sur quelque chose, là où il s'avouait battu, voilà, ça sert à ça. Mais c'est vrai que c'est pas dans le cas précis de ce budget-là, c'est dans le cas de tous les budgets. Donc les députés ont cette habitude-là, quand on retourne en séance, on repart à zéro. Les compteurs sont bien. Ça sert à jauger les rapports de force, c'est ça. C'est d'ailleurs ce que disait Sébastien Lecornu il y a quelques minutes. Il a donné une conférence de presse où il s'est exprimé sur le sujet. Et il disait, voilà, c'est un tour de chauffe pour pousser ses idées. Quelles idées, Mathieu Plane, vous avez retenues, vous, de ces 3 jours et 3 nuits de travail en commission ? Que ça ne va pas être évident. Hein. Non, clairement, on voit que il y a plusieurs choses, mais que la contrainte budgétaire, en réalité, elle est quand même très forte. Hein. C'est-à-dire même ramener, ça paraît pas beaucoup comme ça, de ramener le déficit à 4,7% du PIB, alors qu'on est à 5,4%, ça semble être une marche d'escalier assez atteignable. Et en réalité, on voit que ça nécessite des efforts budgétaires conséquents, sur lesquels il faut quand même des compromis forts. Or, là, ce qui ressort, c'est que on a à peu près la moitié des recettes fiscales espérées. Et donc déjà, on n'est pas dans les clous budgétaires. Donc c'est une vraie question. Et ça, pourtant, ça n'a pas été adopté non plus. Donc clairement, on va voir qu'on est dans une situation où à la fois adopter un budget avec des fortes contraintes budgétaires va être extrêmement délicat. Hein. Sébastien Lecornu a aussi dit que le texte, il avait été rejeté parce qu'il n'avait plus de cohérence globale. Finalement, c'est un peu à quoi il fallait s'attendre avant ce travail en commission. Les filles, certains parlaient de budget Frankenstein, c'est à ça qu'on est arrivé. Vous savez, en fait, j'allais dire, c'est un peu... faut voir les choses, la réalité des choses. C'est-à-dire que forcément, quand vous avez des montants comme ça de plusieurs dizaines de milliards à trouver structurellement, hein, soit vous prenez des mesures radicales, hausse de TVA, CSG, etc. Soit vous dites, en fait, je fais plein de mesures. Et c'est ça un peu l'idée du compromis, hein. C'est qu'en fait, en réalité, vous avez une multitude de mesures. Alors chaque mesure peut être discutée, mais en fait, la cohérence d'ensemble, c'est que vous avez beaucoup de mesures, mais vous n'avez pas une grosse mesure. Et c'est bien ce qu'on voit. Et donc, par exemple, la gauche réclame une taxe Zuckman qui est pour le coup une grosse mesure. Et on va dire le socle commun va prendre peut-être des mesures plus modérées sur la fiscalité des plus riches, mais c'est plusieurs mesures. Pareil sur la dépense sociale, on va avoir des économies un peu mesure par mesure. Mais au fond, il ne ressort pas de grandes mesures de tout ça. C'est plutôt un espèce de puzzle budgétaire dans lequel vous pouvez le détricoter. C'est bien ça aussi le problème. Est-ce que cela augure des débats qui commencent demain, Stéphane Zumsteg ? Oui, probablement, parce que là encore, on voit bien, le gouvernement avait gagné un peu de temps. Il y a eu cet accord de non-censure avec le Parti socialiste. Très bien, d'abord, c'est la seconde fois que ça se produit en quelques mois, donc ça n'avait rien de véritablement inédit. Ça n'a pas contribué à soulager les Français, mais ça a permis quand même au Premier ministre de gagner un peu de temps. Malgré tout, les Français, ce qu'ils veulent, c'est un budget, très clairement. Ils veulent la stabilité, mais pas n'importe quel budget, surtout pas à n'importe quel prix. Et il y a différents types de Français. Et ce qui change véritablement depuis quelques jours ou quelques semaines, c'est que, très bien, ce n'est pas nouveau que le Premier ministre est sous la surveillance étroite des groupes politiques, notamment des groupes d'opposition et notamment du Parti socialiste. Ce qui a changé, ce qui a évolué en tout cas depuis quelques temps, c'est que les groupes politiques, les partis politiques sont eux aussi sous l'étroite surveillance de leur propre électorat. Parce que ce à quoi on a observé
par rapport à l'époque Michel Barnier et même par rapport à l'époque François Bayrou, un glissement sémantique. Avant, il s'agissait de réduire le train de vie de l'État, faire des économies. On donnait des exemples concrets, ça pouvait être il y a trop d'agences gouvernementales, il faudrait en supprimer. Il y a une sorte de millefeuille administratif, il faudrait supprimer, en tout cas clarifier tout ça. Des choses, a priori, indolores. Là, depuis quelques jours, ce qu'on entend de la part du Premier ministre, c'est tous les types de Français devront faire des efforts. Tout le monde devra contribuer à l'effort. Et les exemples concrets, ils sont là. On a bien vu, même si ça a été rejeté, l'abattement des 10% pour les retraités, mesure qui, si elle devait être adoptée, serait une révolution, pas en ce qui concerne les retraites, mais une révolution politique avec des partis du socle commun acceptant de s'en prendre aux seniors, c'est-à-dire leur cœur électoral. Il y a ça, il y a les franchises sur les médicaments, et il y a plein d'autres choses. Donc ce qui a changé, c'est que maintenant, les Français sont véritablement méfiants à l'égard de ce que pourrait être ce budget. C'est pas la même chose d'être pour ou contre 62 et 64 ans sur la retraite, c'est pour des mesures très concrètes qui toucheront au pouvoir d'achat. Ce n'est pas de la fiscalité, c'est supprimer des avantages, mais ça correspond à la même chose pour eux qu'augmenter les impôts. Vous avez raison de le souligner, Stéphane Zumsteeg, parce qu'en fait, les Français, ils s'intéressent de plus en plus à ce travail, y compris en commission. On l'a vu encore cette semaine. Et regardez ces Français retraités qui est allé interroger Marion Becker au club de bridge, le Victoria, à Paris. Au Bridge Club, le Victoria, le silence est d'or quand la partie débute. Mais quand on lance les joueurs sur la situation politique actuelle et l'examen du budget, ils ont un regard et une analyse très précise. La manière dont ça s'est déroulé en commission hier peut nous faire penser au pire dans quelques semaines. Il n'y a aucune raison que ce qui s'est passé en commission hier ne se reproduise pas en séance plénière. Il faut que quelqu'un cède un peu, qu'on essaye d'aller plus loin avec le président actuel jusqu'à la fin de son mandat. Parce qu'on ne pourra pas faire autrement, ni censure, ni démission. Il y a trop de désaccords. Ils doivent se mettre d'accord, enfin, une bonne fois pour toutes quand même. Tous les Français sont convaincus qu'ils sont lésés, quelque part. C'est pas normal. J'ai des petits-enfants qui sont dans le monde du travail. Mais mamie, on n'a pas d'espoir. Tout est fermé, tout est bloqué. Entre deux partis, les langues se délient. Nos dirigeants ont perdu le bon sens. Car on parle toujours d'économie, mais sans vouloir régler les dépenses. On ne peut pas réformer avec ces gens-là, parce que ces gens-là sont dans leur monde, et ils ne voient pas. Le président, il est dans son monde, et il est détaché, il ne voit pas. Nos élites sont nulles. Le Mozart de l'économie, je m'excuse, c'est nul. Ce n'est pas un homme politique. On ne dirige pas la France comme une start-up. Ce n'est pas une start-up. Notre président a toujours besoin d'intervenir là où il ne faut pas. Il a fait un certain nombre de choses dans son premier mandat et là, je le trouve toujours à contretemps. Et je ne suis pas le seul à le dire, puisque même ses premiers ministres, ses anciens premiers ministres le disent. Ils sont redoutables, hein. Mais là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ciblent d'abord Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron, parce qu'effectivement, il est quand même à l'origine de la dissolution. Donc j'imagine que les conséquences actuelles sont quand même en grande partie liées à ça. Et le fait que, désormais, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que le vrai problème, c'est qu'on est face à une crise politique qui est majeure, mais aussi une crise budgétaire. Et que si on n'était pas face à cette situation budgétaire, peut-être la crise politique serait moins grave. Et on voit que ce qui bloque, c'est l'adoption d'un budget. Parce que quand vous devez faire plusieurs dizaines de milliards d'efforts, il faut vous mettre d'accord sur des mesures importantes à prendre. Et là, personne ne veut assumer ce redressement des comptes publics parce que c'est très impopulaire. Et c'est assez révélateur de ce que nous, on demande aux députés, qu'est-ce qu'on vous dit dans votre circonscription. Donc ils nous disent, mais en fait, les gens nous disent, entendez-vous. Puis après, quand on leur dit, d'accord, donc il faut lâcher là-dessus, ah non, surtout pas. Et pareil, sur la question du budget, ils nous disent, c'est parfois très difficile parce que les Français disent, il faut faire un effort pour tout le monde. Hein. Dès qu'on touche aux retraites, tout le monde dit non, non, surtout pas. Voilà, donc c'est vrai que les députés, ils nous disent, les Français qu'on voit aujourd'hui, ils sont très critiques vis-à-vis de leur classe politique, mais les députés disent, bon, parfois ils sont aussi un peu, voilà, ils pensent quelque chose, ils sont très contradictoires, tout le monde essaye d'avoir des convictions, mais on voit qu'à l'épreuve des faits, c'est aussi compliqué. Donc on disait que Sébastien Lecornu évoquait tout à l'heure ce travail en commission comme un tour de chauffe pour pousser ses idées, chacun pousse ses convictions, et puis après, il y a un autre temps qui est celui du débat en séance. Je voudrais qu'on revienne quand même sur le travail en commission. D'abord, est-ce que
que, en général, les amendements qui sont rejetés le sont ensuite dans l'hémicycle? En fait, là, en commission, ce qui a été assez important cette année, c'est qu'il y avait une mobilisation très importante. On voit sur les bancs, tout le monde était présent. Ce qu'on sait, c'est que chaque groupe politique a vraiment sonné la mobilisation. Tout le monde nous dit, nous, on sera là tout le temps, demain, samedi, la semaine prochaine, on va vraiment essayer d'être à fond, à bloc, ce qui n'était absolument pas le cas l'année dernière, puisque l'année dernière, grosse différence, il y avait un 49-3, donc le gouvernement, on se disait de toute façon, peu importe ce qu'on fait dans l'hémicycle, le gouvernement nettoiera la copie à la fin. Et puis surtout, l'année dernière, sur le budget, il y avait parfois des votes de la gauche avec le Rassemblement national qui mettaient en minorité le camp présidentiel, ce qui n'est pas le cas cette année. Donc là, si on a les mêmes rapports de force dans l'hémicycle, les causes auront les mêmes conséquences. C'est-à-dire qu'a priori, je ne vois pas sur quel thème il pourrait y avoir des grands chambardements dans l'hémicycle. Justement, puisque vous en parlez, vous avez suivi presque minute par minute les discussions en commission. Elsa, est-ce qu'il y a eu pour vous un moment révélateur de l'impasse dans laquelle on semble être ce soir? Écoutez, j'ai choisi un moment, c'est le député spécialiste du budget des socialistes. Voilà ce que lui dit à la fin de la commission. On écoute Philippe Brun. Nous aurons un devoir, celui de travailler à ce compromis républicain pour permettre à la France de se doter d'un budget. Ce devoir implique, et je donne ici un avertissement solennel aux collègues du bloc central, implique un changement de cap, implique une vraie rupture, sans quoi les socialistes ne sauraient en aucun cas soutenir ce budget. Et d'ailleurs, ce soir, Boris Vallaud, le patron du groupe socialiste à l'Assemblée, accorde une interview aux Parisiens dans laquelle il dit « Sans mesures significatives de justice fiscale, le débat s'arrêtera très vite ». Ça sent un peu le roussi, Mathieu Plane, quand il parle de mesures significatives de justice fiscale. Sinon, en fait, il censurera tout de suite. C'est ce qu'il laisse sous-entendre. Donc, on a du mal à voir comment ce budget va pouvoir être adopté parce que, en même temps, cette taxe Zuckman, elle ne va pas passer. Enfin, on voit que assez clairement. Oui, il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas du tout de majorité pour l'adopter. Elle avait pourtant été adoptée à l'Assemblée nationale. Avec la bienveillance du Rassemblement national à l'époque, qui a complètement changé d'avis. À l'inverse, je vous parlais des moments en commission qui avaient donné lieu à un sentiment d'impasse. Est-ce qu'à l'inverse, Elsa, vous avez vu des moments de concorde au cours de ces 3 jours et 3 nuits de commission? Il y a un moment de concorde, alors j'aurais bien aimé vous dire c'est sur une mesure où tout le monde était absolument d'accord. Non, c'est plus sur la forme. Je vous propose d'écouter, c'est le président de la commission, Éric Coquerel, quand il conclut les débats. Je suis satisfait, je pense que c'est une satisfaction collective du travail que nous avons accompli, parce que non seulement nous sommes parvenus à examiner tous les amendements, mais je crois qu'on a eu tous les débats, et de manière, je trouve, argumentée. Alors c'est peut-être un petit motif de satisfaction, mais en tout cas tous les députés disaient, c'est vrai qu'on a travaillé sereinement, on n'est pas d'accord, mais les échanges se font dans le respect. Et c'est vrai que c'est parfois technique, la question du budget, mais il y a vraiment des débats intéressants. C'est des philosophies, des idéologies complètement différentes, mais voilà, qui s'expriment, qui se justifient. Et c'est des débats intéressants. Je pense que les députés, ils avaient hâte aussi. Et ils disent, on est content que les Français puissent voir qu'en fait, on travaille. Alors, on n'arrive pas forcément à se mettre d'accord, mais au moins, Fanny, on peut avoir des échanges d'idées. Ça fait 3 mois et demi qu'on n'a pas vraiment eu des débats de fond. Elle rigole, Fanny. Non, mais effectivement, c'est peut-être un petit peu la version optimiste. C'est mieux qu'auparavant où les députés ne prenaient même pas la peine de débattre autour des questions budgétaires parce qu'ils savaient que le 49.3, vous l'avez dit, allait nettoyer la copie. Mais c'est vrai que là, on sort de cet exercice d'une semaine, on se dit où est le passage parce que la difficulté par rapport aussi... c'est que les groupes politiques changent pas mal leurs alliances quand même. Les Français voient que les politiques travaillent, mais c'est difficile de se dire, on l'a précisé tout à l'heure sur la taxe Zuckman, en février elle a été votée, le Rassemblement national était pour. Et là ils ont complètement fait une volte-face en disant finalement non, parce qu'ils ne veulent pas se mettre à rebours. C'est quoi d'ailleurs l'explication de cette volte-face du Rassemblement national sur la taxe Zuckman? C'est toujours la même chose avec le Rassemblement national. Il y a toujours ce petit problème de savoir trancher au bon moment, en tout cas de savoir trancher rapidement sur les différentes lignes stratégiques. Rappelez-vous, ça avait commencé avec on censure ou on ne censure pas Michel Barnier pour la surprise qui était une vraie surprise pour le coup, parce que quand le RN a décidé de censurer Michel Barnier, dans les jours précédents, c'était pas l'orientation générale. Le Rassemblement national, on le voit bien, c'est une grande constante chez lui sur les questions économiques, sur les questions fiscales. Il hésite parce que il a à la fois une base populaire qui veut la censure,
censure, qui veut la démission du président de la République, évidemment. Mais le Rassemblement national, c'est aussi un parti qui, s'il veut accéder au pouvoir, il n'est pas encore au pouvoir. On l'a vu, le plafond de verre, il existe. Il y a eu le barrage républicain, mais il n'y a pas que ça. C'est le premier parti de France, c'est 33% de l'électorat, c'est énorme en soi, mais il faut 50% pour gagner une élection présidentielle. Donc il faut continuer, c'est un truisme ce que je dis évidemment, mais il faut continuer à gagner des voix. Et les réserves de voix, ils sont dans l'électorat conservateur, dans l'électorat âgé, c'est-à-dire l'électorat le plus loyal, le loyal au pouvoir en place en général, et celui qui veut de la stabilité. Donc si d'un coup vous parlez de taxe Zuckman, eh bien vous faites peur à une certaine France un peu plus privilégiée, qui traditionnellement vote à droite, c'est-à-dire cet électorat dont a besoin aujourd'hui le Rassemblement national pour gagner soit des législatives, soit une élection présidentielle. Ce sont des atermoiements, et je le répète, je pense qu'il y a un vrai problème avec des questions économiques au Rassemblement national, où ils ne savent pas trancher une ligne. Et d'ailleurs, politiquement, ça veut dire aussi que ça se rapproche programmatiquement entre une frange DLR très à droite, pro-business, et ce RN. Bien sûr. Il y a ça aussi qui peut-être se dessine. Et il y a aussi l'idée, je pense, l'idée de ne pas trop coller à la gauche la plus radicale. Oui, c'est pour rebondir là-dessus. Je pense que c'est une mesure qui est quand même très marquée à gauche, et très à gauche, en réalité, qui est vraiment en rupture avec le système économique libéral. Voilà. Et donc, c'est vrai que du côté plutôt des entreprises, du tissu productif, c'est j'allais dire, c'est pas une mesurette, c'est une mesure radicale. Et donc, ça veut dire que c'est prendre une position radicale et qui est plutôt portée par la gauche. Ça fait quand même partie des questions que se posent les téléspectateurs. On a une question ce soir. Est-ce que cette taxe Zuckman, elle peut finir par être votée en séance? Avant d'entendre votre réponse, je voudrais qu'on écoute ce qu'en disait justement Gabriel Zuckman. Écoutez-le, c'était ce matin chez nos confrères de RTL. Bien sûr, elle finira par voir le jour. Je ne sais pas si ça va mettre des semaines, des mois ou des années. Pour l'impôt sur le revenu, grand progrès démocratique du début du XXe siècle, ça a mis 7 ans entre le dépôt du projet de loi en 1907 et son adoption en 1914. Comparaison n'est pas raison. Mathieu Plane, Gabriel Zuckman invoque l'époque de l'impôt sur le revenu. Elle finira par être adoptée. Après, tout est possible. Il faut voir l'échiquier politique. C'est-à-dire que ça serait quand même assez étonnant qu'elle soit adoptée dans le contexte actuel, c'est-à-dire y compris, j'allais dire, par rapport à l'historique de l'impôt sur le revenu. On est dans un monde aussi beaucoup plus ouvert, avec une concurrence fiscale qui est même assez violente. Et on imagine qu'une base fiscale, ce qui est reproché à la taxe Zuckman, c'est qu'elle repose en gros sur 10-20 grosses familles. Et donc, en fait, cette assiette fiscale, elle est très fragile. C'est-à-dire que, forcément, ces familles-là ne vont pas rester les bras croisés, sachant que vous avez la Belgique ou l'Italie. C'est-à-dire si elles ne restent pas les bras croisés, elles partent au Luxembourg Même pas au Luxembourg, à Milan, ou etc. Mais c'est-à-dire qu'on imagine mal Bernard Arnault payer 3 milliards par an et rester gentiment en France dans ce cas-là. C'est ça la problématique, c'est qu'au fond, cette assiette fiscale, quand on parle de l'ISF, ça concerne plus de 300 000 ménages malgré tout. C'était plus d'1% des ménages. Alors ça paraît pas beaucoup, mais c'est les 1% plus riches. Là, on est sur les 0,0001%. Et on parle de 1800 foyers fiscaux qui pourraient être concernés par la taxe Zuckman. Mais la réalité, c'est plutôt 10 ou 20 qui sont vraiment le moteur du rendement fiscal de tout ça. Donc en fait, cette assiette, elle est très fragile. Et donc, au-delà même du signal que ça envoie vis-à-vis des investisseurs étrangers, le risque, c'est que le rendement soit très faible. Mais on sent bien que la gauche en a fait un totem et que ça s'appelle Zuckman ou Tartampion. Elle voudra une taxe sur les plus hauts revenus. Il y a déjà des choses là-dessus dans le budget. Il y aura, à l'issue de cette copie budgétaire, il y aura de toute façon des prélèvements, des taxes sur les plus hauts revenus. Je ne vois pas comment on y échappe. Il y a un impôt, en tout cas, qui est mis en place, c'est une nouveauté sur les holdings. Pour l'instant, ça passera en séance. D'après ce que je comprends, l'assiette est assez petite. Peut-être qu'elle va être élargie. Il y a eu un cafouillage en commission sur le vote, parce qu'il y a un amendement de réécriture qui est passé. Donc finalement, tout le dispositif est tombé. Mais effectivement, c'est ce qui est présenté au gouvernement comme un parallèle avec la taxe Zuckman, mais on n'est pas sur les mêmes rendements. On n'est pas sur les mêmes rendements, mais c'est vrai qu'on est quand même sur un nouveau signal sur cette taxe qui vraiment touche ceux qui font des montages financiers, de l'optimisation fiscale en mettant dans une maison mère et échappant ainsi, grâce à des dividendes, à l'impôt. Et moi, je me suis amusée, puisqu'il y avait, vous parliez, il y avait eu un vote, c'était une journée d'initiative parlementaire du groupe écologiste, mais avant ça, dans le budget de l'année dernière, la taxe Zuckman, elle avait déjà été adoptée.
fait, je me suis amusée juste avant l'émission à regarder, ça avait duré 10 minutes dans l'hémicycle en fait. Je pense que personne ne savait de quoi il s'agissait vraiment. Ça avait été adopté, on n'avait même pas demandé un scrutin public. Vous savez, dans l'hémicycle, quand on veut vraiment dire qui a voté pour, qui a voté contre, on demande à ce que vraiment les votes sont comptabilisés. C'était pas le cas. Là, vous allez voir que quand il sera question de cette taxe Zuckman, les débats vont être vraiment tranchés. Je pense que notamment la gauche demandera au RN pourquoi le Rassemblement national a changé de pied sur cette question. Alors, je ne sais pas si elle finira par être adoptée un jour ou l'autre, mais on voit bien que dans le débat public, elle prend quand même de plus en plus de place. Je voudrais qu'on revienne sur quelques mesures qui ont aussi émergé lors de ces 3 jours et 3 nuits de travail en commission. La gauche a réussi à faire passer la suppression de la fiscalisation des indemnités journalières pour affection longue durée. La mesure est soutenue par LR et par le RN. Elle passera en séance ? Non, mais c'est une bonne question. Alors, moi, je n'aurais pas la réponse là-dessus. En fait, c'est pareil, c'est aussi un sujet qui est extrêmement sensible, forcément. Donc, on voit que c'est à chaque fois, hein, vous allez prendre mesure par mesure, il y a une forme de sensibilité. Mais il y a des mesures qui sont aussi des totems pour les Français. Des totems. Alors, vous allez, et quand on dit ça, c'est qu'à la fois, vous avez quand même besoin de se trouver des mesures budgétaires assez fortes pour redresser les comptes, envoyer un signal politique aussi qui est fort, mais en même temps pas crisper l'opinion publique. Et vous êtes toujours en train de zigzaguer là-dessus. Donc moi, je ne pourrais pas m'avancer sur cette question-là. Et c'est vrai que c'est voilà, typiquement après le genre de débat qui est très compliqué même d'assumer pour ceux qui sont favorables à cette fiscalisation-là. On l'a vu dans le sujet de Stéphanie. Voilà, on dit vous allez taxer, tout le monde porte le ruban rose en ce moment pour soutenir les. Et puis le débat aura lieu en novembre, donc on va enlever les rubans roses. Oui, mais c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'effectivement le budget c'est des grands chiffres, c'est des milliards, c'est des pourcentages de PIB, etc. qui sont un peu voilà. Quand on parle de mesures très concrètes dans la tête des gens et qui commencent à se dire ah mais moi ça va me concerner demain ou ma mère ou etc. Ça devient beaucoup plus concret et effectivement faire des économies c'est jamais très populaire donc c'est toujours difficile d'assumer aussi ce budget. Exactement et c'est vrai que chacun va s'y retrouver plus ou moins. On l'a aussi sur l'abattement fiscal pour les enfants scolarisés. Voilà donc vous avez retrouvé ça et en fait, quand vous listez l'ensemble des mesures, à chaque fois, vous allez trouver des gens concernés et vous dire est-ce que c'est juste ou pas juste. Et c'est un peu aussi la difficulté de faire de la dentelle, quelque part, qui n'est peut-être pas de la bonne dentelle, hein, parce qu'elle est critiquable parfois. Mais c'est que forcément, ça va concerner des gens qui vont se dire bon, bah voilà, ça c'est pas juste, pourquoi là et pas là. Alors que des fois, et c'est ce que je disais, c'est que le gouvernement n'a pas voulu prendre de mesures fortes. Par exemple, vous faites une hausse de TVA, ça sera peut-être impopulaire, mais tout le monde dit bon, bah voilà, c'est comme ça, c'est une hausse de TVA. Là, en faisant de la dentelle, forcément, vous dites bah pourquoi ici je fais de la dentelle et pas ailleurs, quoi. Enfin, et donc, forcément, ça pose cette question de savoir où est-ce que je choisis mes cibles, quoi. Le gouvernement a aussi essuyé quelques revers avec des mesures qui vont gréver le budget si jamais elles passent en séance. Les députés ont ainsi rejeté la suppression de l'abattement fiscal de 10% dont bénéficient les retraités, coût 1,2 milliard. Là aussi, on est sur une mesure, Stéphane Zumsteck, qui était un marqueur pour l'opinion. Oui, c'est un marqueur pour l'opinion et c'est un marqueur pour certains partis politiques plus que d'autres. On ne touche pas aux retraités parce que les retraités, ils votent beaucoup plus que les autres et ils votent bien, dans un sens où ils votent souvent pour la majorité, pour les majorités sortantes et pour les majorités de centre-droit et de droite. Donc oui, là, il y a ce refus. Bon, est-ce que c'est du clientélisme électoral? Je ne crois pas, parce qu'après tout, on a le droit on a le droit de préserver aussi cette population-là, autant que les malades, autant que les personnes à faible revenu, bien évidemment. Mais ça, pour le coup, c'est un totem pour la droite, mais aussi pour la Macronie. Enfin, la Macronie, de toute façon, est à droite depuis quelques années maintenant. Il n'y a plus de doute là-dessus. C'est le gouvernement qui osera faire ça, se tirer une balle dans le pied. Fanny. Et en même temps, quand on regarde ce budget, le gel des pensions de retraite est passé, alors qu'il y a 6 mois... 8 mois, il n'était pas passé. Donc, et c'était même pas un gel pour tous les retraités il y a 8 mois, c'est ce qui a fait tomber Michel Barnier. C'était un chiffon rouge. Donc finalement, il y a des chiffons rouges qui rosissent avec le temps. Donc voilà, on voit qu'en fonction du moment, des alliances politiques, certains groupes changent. Mais le gel des retraités, qui est d'ailleurs normalement un vrai signal. Alors certes, l'inflation va être de 1%, je crois, l'année prochaine, donc ça va être... mais quand même, ça touche tous les retraités, le gel des pensions. Alors que la suppression de l'abattement de 10%, il faut quand même avoir en tête que ce sont pour ceux qui payent des impôts. Donc a priori, quand vous payez des impôts, c'est que vous êtes un peu plus aisé que... enfin, en tout cas, un Français sur 2 n'en paye pas. Donc c'est vrai qu'il y a des incohérences, entre guillemets, dans ce budget. Oui, pour rejoindre Fanny Guenochet là-dessus, c'est que la réforme de l'abattement fiscal était plus juste que le gel des pensions qui concerne tout le monde. Sachant qu'en plus, ce n'était pas une suppression. C'était une réforme avec un plafonnement en fait, de l'avantage fiscal. Et donc forcément, ceux qui étaient le plus touchés, c'était plutôt les retraités aisés. Et ce n'était pas non plus extraordinaire comme mesure. Ce qui veut dire que
si vous faites dans la liste des niches fiscales, si on n'est pas capable de réformer celle-là, on imagine que pour les suivantes, ça va être encore plus difficile parce que on parle de, voilà, après c'est vrai de dire on va fiscaliser les indemnités pour maladies de longue durée ou toucher à l'abattement pour ceux qui ont des enfants scolarisés, ça peut être encore plus sensible hein, dans la hiérarchie des choses, quoi. Alors, les commissaires ont aussi voté une série de recettes. On peut citer la pérennisation de la surtaxe tonnage créée l'année dernière et qui vise principalement l'armateur CMA-CGM. Fanny ? Oui, c'est vrai. Ça va rester ? On va voir quel va être le lobbying, parce que vous savez, il y a aussi après il y a un lobby qui est très très fort. C'est comme la taxe, on en parlera tout à l'heure sur les assureurs. Je ne pense pas que les assureurs ils vont rester sans rien faire. Donc chaque secteur, les médicaments, vous discutez avec les entreprises du médicament, elles vont faire leur entreprise de lobbying auprès des députés pour que ça ne reste pas. La taxe GAFAM qui passerait de 3 à 15%. Là aussi, qui s'y opposerait dans l'hémicycle? Surtout, si je ne me trompe pas, c'est un amendement du bloc central. Oui, ça peut rester. Donc, a priori, ça peut rester assez... Oui. Voilà, il y a des mesures comme ça qui peuvent paraître assez consensuelles pour les députés sur les grands groupes comme les GAFAM. Ça, oui, ça a toutes ses chances peut-être d'être adoptées à la fin. Il y a d'autres mesures, vous, Mathieu Plane, où vous vous êtes dit ça va dans le bon sens, là, on fait n'importe quoi, et à l'arrivée, on n'arrivera pas à un budget? Oui, je suis un peu sceptique, hein, pour tout vous dire. Oui, je vous sens très sceptique depuis une demi-heure. En plus, en 49.3, honnêtement, ça paraît très compliqué, cette affaire. Et même sur des choses, hein, par exemple, sur le gel du barème de l'impôt sur le revenu, on a des surprises, hein, c'est-à-dire que, du coup, la gauche est contre cette mesure-là, alors que c'est plutôt une mesure qui va fiscaliser un peu plus. Alors, ils l'ont revu à la marge en commission. La première tranche. La première tranche, voilà. Voilà, c'est ça. Ils ont exclu du dispositif la première tranche de l'impôt, coût estimé 700 000 euros. Voilà. Oui, c'est ça, coût estimé. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on a un peu des surprises sur les lignes directrices, au fond, sur ces questions de fiscalité. Et c'est là où on a du mal, je pense, pour les Français, c'est de voir la copie d'ensemble. Et c'est là où vous dites, c'est peut-être un peu du bricolage fiscal, parce que c'est plein de mesures. Et une fois de plus, si vous prenez mesure par mesure, à chaque fois, vous pouvez dire, non, c'est pas normal que ce soit là. Là, il y a un lobby qui va dire non aussi. Une niche fiscale, il y a un chien qui aboie. Donc, vous vous retrouvez à dire, en fait, chaque parti va essayer de défendre un peu son précaré. Et c'est très compliqué d'avoir cette logique d'ensemble. En tout cas, écoutez Sébastien Lecornu, parce qu'il a déjà prévenu les ministres de son gouvernement avant le début de la séance demain. Écoutez. Ce que je vois, c'est que, au fond, l'absence de 49.3 crée quand même un moment de responsabilité, un moment plus technique, un moment un peu plus grave. Un moment qui va être intéressant parce qu'il ne s'agira pas que de faire un tour de chauffe pour aller pousser ses idées, c'est commencer à trouver les voies du compromis. Et ça, pour le coup, ça va être le travail en séance. Ça va être très dur pour les ministres parce que c'est sûr que pour la première fois, il ne faudra pas compter sur un 49.3 à la fin de la discussion. Donc ça implique une méthode nouvelle. Donc il y a une obligation de consensus. Sauf qu'en fait, là, la copie qui sort de commission, moi j'ai discuté avec plusieurs députés du bloc central, elle est à peu près correcte pour eux, ils l'ont votée et ils me disent, voilà, il n'y a pas de dinguerie marxiste dedans qui ferait qu'on... Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas assez nombreux en fait, enfin, ils n'ont pas la majorité. Donc si le Rassemblement national et la gauche, LFI, et puis peut-être les écologistes, les communistes, voire le Parti socialiste votent contre, il n'y a pas de solution. L'absence de 49.3, dans le monde idéal, oui, ça pousse au compromis. Mais on n'est pas dans le monde idéal. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de compromis. L'absence de 49.3, ça fait surtout que tous les députés de tous les bancs nous disent on ne sait pas comment ce classe finit. C'est impossible de prédire. À la fin de l'année, on aura peut-être une loi spéciale, on n'aura peut-être pas de budget, c'est très très compliqué de se projeter. Quand il y a 49.3, au moins on sait comment l'histoire se passe. On sait comment ça finit. Stéphane Zumsteg. Et ce qui illustre encore plus la difficulté pour Sébastien Lecornu d'arriver à un budget, c'est qu'il y a eu une formidable victoire concéder au Parti socialiste et aux oppositions la suspension de la réforme de retraite, c'est déjà oublié quelque part. On est passé à une étape supérieure. Ça n'aura pas réglé grand-chose, ça aura réglé un problème de non-censure. On voit bien que les oppositions restent vent debout ensuite et très vigilantes. Donc une énorme concession, il fallait la faire, évidemment, il n'y avait pas d'autre solution, mais qui n'aura pas réussi à débloquer la situation plus que quelques jours. Eh bien, vous me faites une transition gratuite, Stéphane Zumsteg, vers la deuxième partie de Chaque Voix compte, puisque personne n'a oublié la suspension de la réforme des retraites. Et ça va être la question qui fâche dans un instant. Je voulais vous remercier tous les trois d'avoir été ce soir sur le plateau de Chaque Voix compte. Et en effet, dans un instant, on va parler de l'autre gros morceau qui vient, le projet de loi de finances de la Sécu, qui lui arrive en commission des affaires sociales à partir de lundi. On va en parler dans un instant avec nos trois prochains invités. Mais avant cela, c'est quelle histoire? Et c'est Laurent Guimier.
Et avec vous, Laurent, ce soir, on s'intéresse au retour d'Astérix. Le 40e album des aventures du plus célèbre des Gaulois est sorti aujourd'hui. Musique de Gérard Calvi. Astérix en Lusitanie, c'est son titre. Et alors vous, ce soir, Laurent, vous avez choisi de croquer Astérix en politique. Ben oui, parce que Astérix est né en 1959 et donc l'épopée d'Astérix et Obélix se confond avec l'histoire de la Ve République. Je pense que, et je prétends en tout cas ce soir, que plus nous allons mal collectivement, plus la société française semble se déliter, se déchirer sous nos yeux, et on le voit dans les débats qu'on anime en ce moment, plus le mythe d'Astérix a des chances de s'enraciner dans notre vie et notre débat démocratique. Mais alors pourquoi? Comment vous expliquez la place qu'occupe Astérix dans notre paysage politique aujourd'hui? Cette BD, c'est la potion magique qui fait du bien aux Français. Et j'allais dire aussi à nos représentants. D'abord, on plonge au plus profond des racines de la nation. C'est un divertissement mémoriel qui rassure. Ensuite, le concept du village gaulois est une belle utopie, une très belle utopie. On se bagarre tout le temps sans que ça soit la loi du plus fort, puisqu'il y a la potion magique, mais elle a des effets limités. Et le chef nous dit toujours que le ciel peut nous tomber sur la tête. Astérix, et là je cite le professeur Nicolas Rouvière, qui est l'un des meilleurs experts d'Astérix, c'est une petite démocratie turbulente. Et puis troisièmement, c'est bourré de références positives. Astérix, c'est la France courageuse, malicieuse, généreuse. C'est aussi le bon sens contre la lourdeur administrative, j'en passe et des meilleurs. C'est pour ça que vous n'entendrez jamais une femme ou un homme politique dire du mal d'Astérix. Tenez, dernier exemple en date, et ça tombe bien, c'est chez nous, sur LCP, à Aisne, Édouard Philippe, dans Le Banquet, la nouvelle émission d'Anna Cabana et Gérard Rolls. Regardez. Dans le village gaulois, on se met sur la gueule, enfin, on se dispute, on se tape dessus, et finalement, à la fin, on est heureux de se retrouver. Ce qui est quand même, là aussi, une métaphore de l'esprit français. Une forme de métaphore de l'esprit français, même si ce n'est pas moi qui ai parlé de Gaulois, comment il avait dit, le président, des Gaulois réfractaires. Voilà, les Gaulois réfractaires, c'était Emmanuel Macron en 2018. Et au fond, c'est le mythe gaulois, nos ancêtres les Gaulois, qui se confond avec l'histoire d'Astérix. À droite, Nicolas Sarkozy a beaucoup utilisé cette métaphore, ou cette référence historique, avec notamment cette phrase qui avait fait couler beaucoup d'encre en 2016 sur la question de l'immigration. Dès que l'on devient français, nos ancêtres sont Gaulois. Mais à gauche aussi, on vote Astérix. En 2013, par exemple, vous voyez cette déclaration d'Alexis Corbière, qui est alors chez Jean-Luc Mélenchonix. Je me le permets, pardon. Il déclare « Astérix franchouillard, peut-être, mais j'aime cette France, solidarité entre les gens, égalité dans le village, tout le monde y a la même hutte ». Ça veut dire quoi, que Astérix n'est ni de droite ni de gauche? Tout à fait. Et au fond, ça c'est intéressant, en plus de l'ajouter, il n'est pas question de l'encarter. En 1998, le RPR de Philippe Séguin et Nicolas Sarkozy en avait fait la mère expérience en faisant un gros coup de pub, une campagne d'adhésion avec cette affiche. Avec ce slogan « Gauloise, Gaulois, vous en avez marre d'avoir la droite la plus bête du monde, nous aussi », et qui s'inspirait évidemment d'un dessin d'Astérix. Eh bien, Albert Uderzo n'avait pas été contacté par le RPR, et ce jour-là, le papa d'Astérix s'était fâché tout rouge. Ça, c'est une loi très stricte que nous avons toujours eue, René Goscinny et moi, à savoir que ce personnage ne peut pas être mêlé à ça. Vous savez, on s'adresse quand même à des enfants. Et nous avons, et fait toujours maintenant, le respect des enfants qu'on doit protéger. Alors ça n'a pas duré longtemps, hein. Le RPR a retiré son affiche le lendemain, je crois, avec et en produisant une nouvelle affiche avec un dessin qui évoquait moins Astérix. Le slogan est resté le même, d'ailleurs, dans cette nouvelle affiche, et à vous de voir s'il est démodé. C'est donc un avertissement, en tout cas aux politiques, qui voudraient récupérer Astérix. Oui, et cette mésaventure est peut-être, au fond, une belle petite leçon de communication politique. Astérix est un trésor national. On l'adore, on le préserve, on le célèbre, on soit citoyen ou élu. Il cimente la nation et à ce titre, il appartient à la France. Et heureusement, contrairement aux bijoux du Louvre, personne ne doit et ne pourra jamais braquer le mythe Astérix. Mais moi, je peux vous voler votre bande dessinée? Vous avez tous les droits, de toute façon, ici. Merci, Laurent. Et vous avez vu l'extrait avec Édouard Philippe. C'est un extrait du Banquet, la nouvelle émission culture de LCP avec donc Anna Cabana et Gérard Rolls. C'est demain soir à 21h sur LCP, Canal 8. Merci, Laurent. On passe à la question qui fâche.
Je vais vous dire une chose, on ne remerciera jamais assez l'Assemblée nationale et le gouvernement de nous faire découvrir toutes les procédures possibles dans le travail parlementaire. Laissez-moi vous présenter ce soir la lettre rectificative. 139 pages, c'est le document qui intègre la suspension de la réforme des retraites au budget de la Sécu. Lettre de 139 pages, donc, elle donne aussi les pistes pour financer cette suspension et c'est là que le bas blesse. C'est Baptiste Garguy-Chartier qui vous pose ce soir la question qui fâche. Ces dernières 24 heures, elle fait l'objet de toutes les attentions. La lettre rectificative porte ouverte à une éventuelle suspension de la réforme des retraites, mais sous condition. Le Premier ministre s'est engagé à proposer au Parlement la suspension de la réforme de 2023 sur les retraites, à la condition de ne pas aggraver davantage le déficit public. Suspendre la réforme coûterait 100 millions d'euros d'ici l'année prochaine et plus d'1 milliard d'euros en 2027. Depuis, les questions et les spéculations fleurissent. Comment compenser? Qui devra payer? L'exécutif veut faire contribuer les complémentaires santé et les retraités. Casus belli immédiat chez les écolos, au Rassemblement national aussi. Nous supprimons cette mesure dans le contre-budget, donc nous y sommes évidemment opposés. Qui aujourd'hui, alors qu'on a des retraités qui voient déjà leur pouvoir d'achat baisser, accepterait encore que ce report soit fait sur les retraités? Mais personne. Parmi les oppositions, certains élus réfutent toute piste de financement impliquant les retraités. Alors, depuis Romainville cet après-midi, clarification immédiate du Premier ministre. La lettre rectificative, il ne faut pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Ce n'est pas la proposition définitive. La lettre rectificative, c'est ce qui va permettre au débat d'avoir lieu jusqu'au bout. Le chef du gouvernement joue-t-il la carte de l'apaisement? Lui a tenu son engagement, dit-il. Alors, certains macronistes veulent y croire. Le Premier ministre a rempli le contrat dixit cet élu Renaissance. Maintenant, aux oppositions d'en faire de même. En commission, les discussions autour des retraites devraient avoir lieu dès lundi. Alors que nul ne sait encore comment sera financée cette suspension, la question qui fâche, la voici. Qui devra passer à la caisse? Et je vais donc la poser ce soir à 3 députés que j'accueille. Bonsoir Sophie Taillé-Polian, merci d'être là. Vous êtes députée écologiste et sociale du Val-de-Marne. À vos côtés, Sylvain Berrios, député apparenté Horizon du Val-de-Marne. Bonsoir. Et Mathias Renaud, député Rassemblement national de la Somme. Je voulais d'abord vous interroger sur la forme, la lettre rectificative. Est-ce que ça donne plus de chances au budget de la Sécu d'être adopté? Sylvain Berrios. Moi, je pense surtout que cette lettre rectificative arrive dans des conditions un peu curieuses. Je vous rappelle que le Premier ministre avait annoncé la suspension de la réforme des retraites et qu'une semaine après, le Premier ministre, interrogé par le groupe Horizon Indépendant, avait indiqué que cette suspension arriverait par un amendement du gouvernement. Et puis une semaine après, changement de cap, changement de pied, c'est une lettre rectificative. Donc ça arrive quand même dans un processus qui paraît un peu compliqué, en tout cas pris sous la pression des socialistes. Et voilà, il faut le retenir. Il faut retenir aussi que cette majorité, elle est multiple et que les socialistes ne sont pas les seuls à ne pas avoir voté la censure du gouvernement il y a quelques jours. Mathias Renaud, vous, la lettre rectificative, parce que finalement, quand cette suspension de la réforme des retraites a été annoncée, beaucoup s'étaient interrogés, y compris dans votre camp, sur le véhicule législatif. La lettre rectificative, est-ce que vous dites, comme le dit d'ailleurs le préambule de la lettre, c'est un gage de clarté et de transparence qui vise à garantir la tenue d'un débat parlementaire loyal et sincère? Alors, la lettre rectificative, c'est Marine Le Pen qui l'avait demandé. Bon, et on a eu une séance de questions au gouvernement d'ailleurs assez curieuse, où Marine Le Pen pose la question au Premier ministre, il ne répond pas, et ensuite il répond la même question au Parti socialiste, donc on voit que ça faisait partie des tractations avec le Parti socialiste. Pourquoi on a demandé cette lettre rectificative? C'était pour lever une hypothèse, parce que nous on pense que il n'y a pas de majorité à l'Assemblée et qu'il n'y en aura pas à la fin. C'est pas que vous le pensez, c'est une réalité. C'est une réalité et on pense que ce sera une réalité à la fin de la procédure budgétaire. Donc on mise, alors c'est très dur de faire des prédictions, mais enfin on mise sur une procédure d'ordonnance qui permettrait au gouvernement de passer à la fin sans vote sur le texte initial du gouvernement. Et donc là, le fait qu'on ait une lettre rectificative permet d'intégrer au budget initial du gouvernement cette suspension de la réforme des retraites. Donc au moins en cas d'ordonnance, la suspension serait actée. Sophie Taillé-Polian.
Au moins, il n'y a plus d'entourloupe, comme on a pu l'entendre à gauche. LFI disait aux socialistes, vous allez vous faire rouler dans la farine. Finalement, cette lettre rectificative, et Sébastien Lecornu l'a dit, elle fait que la question des retraites ne pourra plus disparaître. Effectivement, la question des retraites ne pourra plus disparaître et c'est une bonne chose, même si, et je crois qu'on va y revenir après, les éléments apportés au financement, on parle de la forme. Voilà, sont évidemment à revoir. Mais je crois que c'est une bonne chose, mais avant que ce PLFSS ne puisse être adopté, ne puisse trouver une majorité dans l'hémicycle qu'on connaît aujourd'hui, il y a beaucoup de mesures qui doivent en être supprimées, que je pense bien sûr particulièrement aux personnes en situation de handicap, que je pense également bien entendu aux malades de longue durée, je veux dire, les sujets sont extrêmement nombreux puisqu'aujourd'hui le gouvernement travaille et consolide son budget et baisse le déficit sur le dos des malades, des personnes en situation de handicap, des plus fragiles puisqu'on gèle également les prestations sociales. Bref, donc de toute manière, pour le groupe écologiste et social, il n'y a aucune possibilité de voter ce projet de loi de finances et de sécurité sociale avec toutes ces horreurs à l'intérieur. Donc il faudra le remodeler de façon extrêmement profonde. Fanny Guinochet, dans la lettre rectificative, il y a donc la forme que va prendre la suspension de la réforme des retraites, et puis il y a aussi des propositions pour financer cette suspension. Et on a vu que ça avait crispé les oppositions cet après-midi. Oui, il y a raison. Il y en a deux. Le Premier ministre propose 2 sources de financement. Une première qui est de demander un effort au secteur de l'assurance, des complémentaires santé, des mutuelles. Alors, ils payent déjà, c'est prévu dans le budget, à hauteur de 1 milliard d'euros cette année, mais ils pourraient donc payer beaucoup plus, puisque leur contribution serait majorée. Et puis, l'autre volet de financement de cette suspension de la réforme des retraites, c'est de se tourner vers les retraités. Alors, certes, le gel des pensions est déjà dans le projet de budget pour 2026, mais c'est aussi 2027. L'hypothèse que fait Sébastien Lecornu, c'est qu'il va sous-indexer un peu plus que ce qu'il n'était prévu en 2027. Donc vous voyez les deux façons, sachant qu'on a découvert hier dans cette lettre rectificative que finalement cette suspension elle coûtait moins cher que prévu, 100 millions d'euros l'année prochaine. On nous avait parlé de 400 millions d'euros. Visiblement, les caisses de retraite ont fait tourner leur modèle et ils expliquent, en tout cas le gouvernement explique que sur 2026, parce qu'en fait c'est assez technique, mais comme le changement se fait en octobre, il y a un certain nombre de Français qui, ça serait essentiellement... Voilà, les 100 millions, ce sera d'octobre à décembre 2026, donc en fait. Et ça ne modifierait pas tant que ça les comportements. En revanche, le gros de l'effort de cette suspension, il portera sur 2027. C'est en tout cas l'estimation que fait... Moi, je ne fais que vous dire ce qu'il y a dans la lettre. Sylvain Berrios, pourquoi vous faites cette tête? C'est 1,4 milliard. C'est écrit noir sur blanc. Bonne nouvelle. Moi, je fais la moue pour 2 raisons. D'abord, si ça coûtait que 100 millions, ça eût été fait depuis longtemps. Non, ça coûte 100 millions parce qu'au moment où la suspension prendra... Mais ça suppose aussi qu'on ait pris en compte les cotisations qui n'auront pas lieu, de fait. Or, dans les budgets, on ne retrouve pas ces suspensions de cotisations. Par conséquent, quelque part, il y a... sinon une insincérité, en tout cas, quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais sur la procédure parlementaire, pardonnez-moi d'insister un instant, c'est quand même un 49.3 puissance 4, cette affaire. Parce que si on écoute mes 2 collègues qui viennent de parler du Rassemblement national, des écologistes, on dit oui, mais en fait, ça va finir aux ordonnances budgétaires. Non, pas dit ça. D'accord, mais vous, alors, il y en a, d'accord. Alors, M. Rounaud nous a dit que ça finirait en ordonnance budgétaire. C'est-à-dire pas de vote, c'est-à-dire pas de vote de l'Assemblée, puisque les habilitations budgétaires n'ont pas besoin d'habilitation du Parlement. Et Madame nous dit, oui, mais de toute manière, on ne peut pas voter le budget tel qu'il est, donc ce ne sera pas la copie initiale. Et dans le Parisien, chez nos confrères, Boris Vallaud nous dit... C'est dans le Parisien ce soir. De toute manière, si le Bloc central ne vote pas la taxe Zuckman et l'ISF, nous réservons de censurer. Bilan de l'opération, on sait aujourd'hui, après l'annonce de Boris Vallaud, que le budget ne sera pas voté. Ce sera donc une ordonnance qui reviendra exactement au texte initial, sans vote du Parlement. Ce qui signifie que les 7 fois où le Premier ministre a dit lors de sa déclaration de politique générale, il faudra proposer, le gouvernement proposera, nous débattrons, nous voterons.
En fait, c'est pas ça qui se passe. Je vous propose et je déciderai. Mais pas du tout. C'est quand même très différent. C'est comme ça à la fin. Ça veut dire que là, en l'état, Sylvain Marius, vous refusez le débat parlementaire? Non, précisément pas. Nous étions favorables. Non, mais vous dites c'est perdu d'avance. Nous étions favorables à ce qu'il y ait. Nous étions favorables à ce qu'il y ait un amendement du gouvernement qui puisse être discuté à l'Assemblée. La gauche l'aurait voté, la droite n'aurait pas voté, il y a eu une majorité et l'affaire était entendue. Et là, c'est pas ça qui se passe. La gauche nous dit, de toute manière, s'il n'y a pas de taxe Zuckman, s'il n'y a pas d'ISF, c'est Boris Vallaud qui le dit, à ce moment-là, il dit sans mesure significative de justice fiscale, le débat s'arrêtera très vite. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit exactement ça dans Le Parisien aujourd'hui. S'il n'y a pas la vote de taxe Zuckman, s'il n'y a pas d'ISF, il le dit depuis le début. Alors il y aura censure. Il le dit depuis le début. C'était donc un marché de dupes. Les socialistes ne sont pas capables de tenir. Alors, on va laisser Sylvain Berrios. Commence à vous connaître. Vous confisquez la parole. Voilà. Laissez parler vos collègues. Parce que déjà, en fait, vous faites semblant de découvrir ce que le Parti socialiste, moi je ne suis pas la porte-parole du Parti socialiste, mais n'a eu de cesse de dire. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on ne censure pas la semaine dernière, il y a 10 jours, si on obtient la suspension de la réforme des retraites. Et on veut des garanties pour ça. Mais pour ne pas censurer, pour que le budget puisse passer, nous avons d'autres demandes, notamment sur la taxation des ultra-riches. Donc c'est très clair depuis le début. Et c'est pour ça que je ne vous suis pas du tout, ni monsieur, sur le fait que c'est sûr, il y aura des ordonnances. Non. Soit il y a une discussion entre le gouvernement, soutenu par une majorité relative, c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron a dit qu'il faut absolument nommer quelqu'un du bloc central, c'est là que c'est le plus stable. Et vous n'arrêtez pas finalement de démontrer que vous ne le soutenez pas. Donc, sur la base de ce socle, alors on va ouvrir des discussions avec la gauche. En l'occurrence, le Parti socialiste a accepté de discuter, mais le groupe écologiste est ouvert à la discussion aussi. On pourra trouver les voies d'un budget. Donc oui, soit vous le Sébastien soutenez, Lecornu, et il y a une discussion possible après avec la gauche pour voir si la non-censure peut se poursuivre, soit vous ne le soutenez pas, et donc de toute manière il n'est soutenu par personne, et à ce moment-là, autant que ça s'arrête tout de suite. Le Premier ministre enjoint ce soir les différentes formations politiques à dire comment elles financent la suspension de la réforme des retraites. Comment vous financez si ce n'est pas en touchant aux retraités ou aux mutuelles, par exemple, à gauche, vous les écologistes, quelle piste de financement vous proposez? Alors, il y a un certain nombre de pistes qui sont soumises à discussion. Je pense notamment au fait de soumettre à cotisation les primes et intéressements. Il y a d'autres types de propositions, et là, on serait sur un montant de 4 milliards. Il y a d'autres propositions comme l'augmentation du forfait social sur les dividendes. Il faut bien se rendre compte que dans notre pays, les dividendes ont explosé, alors que les salaires ont stagné, voire diminué. Donc si on augmente le forfait social, c'est-à-dire en fait on soumet à cotisation davantage les dividendes, on a là de quoi trouver à peu près une dizaine de milliards. Donc des sources de financement sont tout à fait possibles, y compris pour financer l'abrogation de la réforme des retraites, que nous continuons à demander bien évidemment. Il suffirait juste que le gouvernement accepte de rééquilibrer en fait sur le qui paye. Eh bien, le gouvernement n'a pas accepté, c'est à vous de voter. Mais nous continuons de faire nos propositions et je crois qu'elles sont soutenues par une majorité de Françaises et de Français, que ce soit les dividendes qui payent, ça me semblerait le plus logique. Il faut savoir que depuis 2021, les dividendes ont augmenté d'une quarantaine de %. Les salaires, eux, le pouvoir d'achat des salariés a baissé de 2%. Donc, comment le Rassemblement national propose-t-il de financer la suspension de la réforme des retraites? Écoutez, ça tombe bien parce qu'on a présenté un contre-budget tout à l'heure, en fin de matinée. On a proposé 50 milliards d'euros d'économies. Alors, État-Sécu, côté État, on connaît déjà sur la lutte contre l'immigration, les agences, la débureaucratisation, les subventions aux énergies intermittentes, etc., etc. Mais également sur le budget de la Sécu, par exemple, le fait de réserver les prestations sociales non contributives pour les étrangers qui ont travaillé au moins 5 ans. Voilà. Ou, par exemple, la suppression des agences régionales de santé, ou la débureaucratisation des hôpitaux. On sait qu'on a un taux d'encadrement administratif qui est de 35% en France, qui est extrêmement élevé. C'est 10 points de moins en Allemagne. Voilà, donc il y a des économies à faire. Enfin, là, on parle de 100 millions d'euros pour 2026. Parce que moi, je ne crois que ce que je vois, donc là, ce qui est sur la table, c'est 2026, 100 millions d'euros. Donc la question du financement, en fait, elle est assez accessoire dans les grandes masses qu'on va discuter là.
Fanny. Vous voyez, ça va être très difficile de trouver un accord, sachant que ce spectacle-là, les agences de notation le regardent. Et je rappelle que demain, on attend une note d'une dernière agence de notation, l'agence Moody's. On va se reprendre un coup de marteau sur la tête. Après la dégradation qu'il y a déjà eu la semaine dernière de S&P, parce que jusqu'à présent, on ne voit absolument pas de consensus. Et c'est vrai qu'on peut se dire que la semaine qui vient de passer nous montre que compromis, consensus, ça va être extrêmement difficile. Mais Standard & Poor's a dégradé la dot de la France pour deux raisons. La suspension de la réforme de retraite et l'instabilité. L'instabilité politique. Deux raisons. Voilà. Bon, stabiliser. Qui avait été anticipé au moment de la dissolution, d'ailleurs. C'est surtout l'instabilité, et je repose la question à mon collègue. Oui. Est-ce que vous soutenez Sébastien Lecornu ou pas? Et je crois que non. Et donc, en fait, ça se verra. Ça se verra dans l'hémicycle. Ça se verra dans l'hémicycle. Ça vous arrange. Admettez que vous avez aucune. Et ça nous arrange aussi, parce que sinon, on repart dans une fresque. Donc, répondez. Merci. Merci à tous les trois. Vous pouvez rester là si vous voulez bien, parce que tout de suite, c'est Bourbon Express. C'est le journal de l'Assemblée nationale, présenté et préparé par Marco Pommier. Bonsoir Marco. Bonsoir Adeline. On commence Bourbon Express ce soir avec une histoire de consentement. Oui, l'Assemblée a voté ce matin un texte pour intégrer la notion de non-consentement à la définition pénale du viol. À l'origine de cette proposition de loi, l'écologiste Marie-Charlotte Garin et la macroniste Véronique Rioton. Résultat du vote. Pour 155 contre 31, l'Assemblée nationale a adopté. Alors vous le voyez, seuls les députés du RN ont voté contre. Alors c'est l'aboutissement d'un travail parlementaire de 2 ans, un compromis aussi entre députés et sénateurs. Et au final, une phrase clé dans le code pénal, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Et pour illustrer cette notion, l'insoumise Sarah Legrain est venue ce matin dans l'hémicycle avec une culotte. Ceci n'est pas un consentement. Porter de jolis dessous, ne rien porter du tout. Porter une alliance, ce n'est pas consentir. Dormir, ne pas bouger, ne rien dire, ce n'est pas consentir. Et de cette matinée, j'ai aussi retenu la vive émotion de l'écologiste Sandra Rogol, pour qui ce texte est l'héritier des lanceuses d'alerte. Sans elles, sans les pionnières, sans les lanceuses d'alerte, sans les militantes, sans toutes ces héroïnes du quotidien dont la volonté de justice a déplacé des montagnes, nous ne serions pas là, ni dans cet hémicycle, ni devant ce texte. Pardon. Et maintenant, on attend la semaine prochaine un ultime vote au Sénat qui lui aussi devrait être positif. Mathias Renaud, sur les 30 parlementaires RN qui étaient présents dans l'hémicycle au moment du vote, 27 ont voté contre et 3 se sont abstenus. Est-ce que vous avez conscience que ça vous fait passer pour des ennemis des droits des femmes ? Oui, mais en fait, c'est des questions de symboles, mais en fait, il faut regarder le dispositif juridique précis. Voilà, c'est sans doute trop restrictif. Il est évident qu'aujourd'hui, le viol est pénalement répréhensible et réprimé. Enfin, je veux dire, il n'est pas du tout question de ça. Donc, la question, c'est une question vraiment juridique sur la définition des termes. De toute façon, ce texte va passer. Vous pouvez lui répondre. Non, il n'est pas du tout réprimé, justement, puisqu'il y a très très peu de viols qui finissent par une condamnation. Parce que justement, et c'est vraiment l'observation. Mais non, pas seulement. C'est aussi quand il y a plainte, mais que comme la définition était trop étroite, il y a beaucoup de juges qui expliquaient qu'ils ne pouvaient pas qualifier de viol ce que pour autant eux-mêmes, intimement, nommaient viol. Parce que justement, il n'y avait pas cette notion de consentement, donc c'était extrêmement important. Et je crois que ça ouvre à des jugements qui soient plus favorables aux femmes et aux victimes de viol, même si ça ne résout pas, évidemment, d'autres difficultés, notamment des moyens donnés aux associations qui défendent les femmes et qui promeuvent l'égalité entre les femmes et les hommes et la rupture avec une certaine forme de culture du viol et de la violence dans notre société. On poursuit, Marco, avec un voyage en Absurdie. Oui, direction les parcs à huîtres où les ostréiculteurs sont en colère à cause d'une nouvelle norme européenne. Depuis cet été, un arrêté impose à leurs bateaux professionnels d'être équipés de WC et d'un lavabo sur leur barge de moins de 12 mètres. Pour eux, c'est quasiment mission impossible. Qu'on vienne nous demander d'appliquer des choses
absurde, ça devient ridicule. Si vraiment on a besoin d'aller au WC, en général sur des cales de mise à l'eau ou sur des plages publiques, il y a des WC qui sont mis à disposition. Alors l'objectif officiel, c'est d'améliorer les conditions de travail en mer. Ce matin, je suis allé voir Jimmy Pain, un député du Morbihan, du camp présidentiel, marin-pêcheur, spécialiste des dossiers concernant le milieu maritime. Et pendant notre interview, figurez-vous qu'il a reçu une bonne nouvelle au téléphone. Écoutez. Vous pouvez juste nous dire avec qui vous êtes au téléphone là? Je suis au téléphone avec le président du comité national de la conchyliculture, M. Le Gall. Voilà. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Et qui me dit que le problème est réglé pour les navires, que ce ne sera pas une obligation pour les navires inférieurs à 24 mètres. Parce qu'il s'est plaint auprès de la ministre. Parce qu'il s'est plaint auprès de la ministre et que la ministre a réagi très vite. Vous confirmez, Président? Oui, je confirme. Formidable. Formidable. Je vous voyais tous lever les yeux au ciel sur cette mesure, sur cette norme européenne, mettre des WC sur des barges ostréicoles. Que ce soit des normes européennes ou nationales, bon, je veux pas être grossier, mais enfin, il faut arrêter d'emmerder les Français, quoi, avec des normes absurdes. Voilà. Voilà, donc c'est une dérogation pour les barges inférieures à 24 mètres. C'est visiblement la promesse de la ministre de la Mer. Les nouveaux bateaux en construction, eux, devraient aussi être exemptés. Écoutez. Les navires à venir, on ne pouvait pas adapter un chiotte? Bah non, comment veux-tu? Bah, tu peux... comme ça, tu te poses, tu t'assieds à la fois sur la passerelle de commandement et sur les wawas. Voilà, les wawas, c'est noté. Les wawas. Peut-être que Bruxelles va retenir l'idée. Oui. Affaire à suivre. On continue avec Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, piqué au vif. Oui, il était auditionné hier par les membres de la commission des lois. Au menu notamment la surpopulation carcérale. La socialiste Colette Capdevieille s'est émue des conditions de détention et de travail dans la maison d'arrêt de Bayonne. De quoi agacer Gérald Darmanin, qui a renvoyé la députée au bilan de François Hollande. Et dans son argumentaire, il s'est confié, le ministre de la Justice, sur son passé familial. Je ne sais pas qui ici a été visiter son père 9 mois à la maison d'arrêt quand elle avait 18 ans à Valenciennes, je l'ai fait. Donc j'ai une leçon de dignité de détenu à recevoir d'absolument personne. Mon père a été à plusieurs reprises, à plusieurs mois, en maison d'arrêt, et à 18 ans, quand on va voir son père au parloir, ça forge un homme. Voilà, c'était Gérald Darmanin hier. On va s'intéresser aussi à un autre membre du gouvernement, un nouveau petit collègue pour Gérald Darmanin. Oui, le nouveau ministre chargé de la ruralité, qui a fait ses premiers pas au gouvernement lundi 13 octobre. Des pas hésitants d'ailleurs. Regardez, vous allez le voir sur ces images. Fournier. Tellement hésitant qu'il a failli rater une marche en sortant de Matignon la semaine dernière. Bon, jusqu'ici, Michel Fournier était président de l'Association des maires ruraux, lui-même maire des Voivres dans les Vosges depuis 1989. Mais ministre, même lui n'en revenait pas. Vous l'avez découvert à la télé? Oui. Et comment vous Puis ça intéresse. Comment je réagis? Bah voilà. Ma femme était très intéressée puisqu'elle regardait un film sur une autre télé. Bon, depuis ça Michel a coupé Fournier, le film de Madame. Ouais. Depuis, il prend ses marques, mais doucement, au point qu'il gère parfois encore sa propre communication. Moi, je l'ai eu moi-même au téléphone ce matin. Quand Marco Pommier appelle Michel Fournier, Michel Fournier décroche. Il répond au téléphone directement. Et on va dire qu'il est encore un peu en période d'adaptation. Il découvre. C'est vrai qu'il y a des choses nouvelles que je découvre. J'ai un officier de sécurité, j'ai un chauffeur, j'ai tout un ensemble de personnes qui font tout pour que le ministre se trouve dans de bonnes conditions et qui ont un côté, j'allais dire un côté un peu maternel. Et ça, je ne suis pas trop habitué, quoi. Bon, attention, en revanche, on prend vite des habitudes et le retour à la vie normale peut être un peu brutal parfois. François Goulard, un ministre de Jacques Chirac, le résumait bien. Être ancien ministre, c'est s'asseoir à l'arrière d'une voiture et s'apercevoir qu'elle ne démarre pas. Merci Marco et merci à mes trois invités d'avoir été ce soir sur le plateau de Chaque Voix compte, pardonnez-moi. Lundi, donc, début de l'examen en commission du projet de budget, du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et demain, début de l'examen dans l'hémicycle pour le budget. On imagine que tous les députés seront là. Tout un programme. La fiche de présence sera bien remplie. Vous êtes prêts ?
à ce marathon budgétaire dans l'hémicycle? Bien sûr, oui. La France vous regarde. En commission. Merci à tous les trois et merci à vous de nous avoir suivis. Merci Fanny et Laurent également. Chaque voix compte revient demain à 19h30. C'est vendredi, c'est l'émission en public. Demain, figurez-vous, rediffusion ce soir à 23h30 et en replay sur le site de lcp.fr. Dans un instant, vous avez évidemment rendez-vous avec Jean-Pierre Gracien pour Débat Doc. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.